Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon des Arcanes podcast. Aujourd'hui, je reçois Chloé. Chloé, la bulle d'énergie sur Instagram. On va voir si Chloé nous met le peps et l'énergie. Moi qui sors d'une crève, j'ai un peu besoin de cette énergie. Salut Chloé, Salut Nicolas, comment tu vas? ça va? J'espère que je serai à la hauteur de tes attentes. J'ai pas d'attente, donc ça tombe D'accord, bien. ok. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, comment tu pourrais brièvement te présenter et présenter ton activité, car il me semble que tu as récemment changé d'activité ou en tout cas que tu es en pleine transition d'activité. Alors moi c'est Chloé, du coup j'accompagne les personnes qui ressentent des blocages, souvent d'ordre émotionnel, en fait à changer, en fait à évoluer, à passer ce blocage avec plusieurs outils, donc notamment la connaissance de soi par le Human Design et la numérologie. Et par des libérations émotionnelles, notamment avec les fleurs de Bach et le coaching. Ok, Voilà. trop bien. Bon, ça fait plein d'angles d'attaque. Mais alors du coup, fleur de bac, coaching, numérologie, human design, t'as pas du tout parlé de cartomancie? Alors le tarot, c'est, on va dire, une pratique personnelle. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je suis avant tout une de tes clientes. Voilà, je suis une grande fan de tarot, une collectionneuse. Je l'utilise au quotidien pour moi, pour mes proches. Et je l'introduis dans ma pratique de numérologie parce que je lis aussi bien la numérologie à 9 nombres qu'à 22 nombres. Et je trouve que la numérologie à 22 nombres est beaucoup plus pertinente, puissante et précise. Et voilà, mais je ne me suis pas lancée sur le fait de faire des tirages aux autres. C'est pas quelque chose qui m'est très à l'aise, sur lequel je me sens légitime. Et voilà, pour l'instant, ça reste une pratique personnelle qui me passionne. Pourquoi ça c'est hyper intéressant et du coup je me pose plein de questions donc tu vas me dire si tu peux bien y répondre ou pas. Mais comment ça se fait que sur la numérologie ou d'autres pratiques comme le human design, etc., tu te sentes en capacité d'utiliser ces outils professionnellement et pas la cartomancie? Je crois que c'est par rapport aux formations que j'ai faites déjà. Je me suis beaucoup formée à mes outils de human design et numérologie particulièrement. Et les formations de tarot que j'ai faites, c'était vraiment pour un usage perso et développer ma pratique. Voilà. En fait, j'ai toujours associé ça peut-être au plaisir et pas quelque chose d'utile pour les autres qui... C'est comme si j'avais des réponses autrement, en fait, et que j'ai pas forcément besoin de ça. Et pour autant, si quelqu'un a un besoin, je peux facilement sortir mes cartes, en fait, et faire un tirage ou parler d'un archétype. Enfin, utiliser le tarot comme quelque chose de projectif, en fait. Enfin voilà, on peut travailler avec, mais je le mets pas forcément en avant pour. Enfin voilà, je propose pas des tirages concrètement payants ou venez à moi, j'ai un tirage. Non, pour l'instant. Enfin, et je sais même pas si ça fera partie de ma pratique un jour professionnelle. Ok, je comprends. Et du coup la cartomancie, le tarot en particulier, c'est arrivé quand, comment dans ta vie? Et ben j'y ai un petit peu réfléchi avant qu'on tourne cet épisode et je ne m'en souviens plus. C'est c'est comme si c'était quelque chose en fait qui était naturel et à la fois j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un déclic. En fait, ça s'est fait d'abord par l'amour des images et des illustrations. C'est quand j'y ai repensé, en fait, j'ai repensé aux cartes postales que m'envoyaient les gens quand je partais en colo, ma grand-mère. Enfin, j'avais plein de cartes postales et je les accrochais au mur et c'était vraiment quelque chose qui me donnait beaucoup de satisfaction. Et en fait, les tarots, c'est un peu à ça que j'ai reconnecté comme une espèce de Madeleine de Proust où je me disais, mais enfin, un sentiment intérieur qui me faisait beaucoup de bien, d'être avec mes cartes, de regarder les images, tout ce que ça m'inspirait, tout ce que je projetais. Et puis, je crois surtout que j'adore comprendre les systèmes. Donc, c'est pour ça aussi que je suis dans l'étude de la connaissance de soi, mais comprendre les systèmes, les archétypes et tout. Donc là, voilà, il fallait que je creuse et que je comprenne.
il y avait cette partie-là. Et voilà. Quand j'ai compris qu'en fait, c'était un système qui fonctionnait, il a fallu que je comprenne. Et là, j'ai commencé à me former. Je sais pas, c'était il y a 4-5 ans à peu près. Voilà. Mais j'ai pas le déclic comme ça. J'ai pas de souvenir de ça. Moi non plus, hein, je te rassure. Et puis, j'ai l'impression de m'entendre quand tu parles d'amour des illustrations et tout ça. Donc je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, dans ta vie perso, tu disais que tu utilisais le tarot quotidiennement. Alors quotidiennement, ça veut pas dire tous les jours, mais ça peut être vraiment pour un usage quotidien. Le matin, je sais pas, je bois mon café, j'aime bien me tirer 3 cartes, l'ambiance, l'objectif et le défi. Enfin voilà un peu ce côté. Déjà juste pour connecter aux images, parce que ça me fait du bien, parce que je trouve ça beau, parce que c'est pas vraiment pour m'apporter des réponses, parce que en vrai, des fois, enfin ça n'a aucun lien avec ma journée, des fois. Enfin vraiment, c'est vraiment pour le plaisir de ce côté-là. Et après, j'ai une pratique plus structurée de bilan, par exemple, et d'objectifs. Enfin voilà, un peu, j'aime bien savoir où je vais, et ça me permet beaucoup de clarifier mes pensées. J'ai beaucoup de pensées qui tourbillonnent, et ça me permet d'avoir un focus et de savoir où je vais. Et du coup, en début de semaine, je me fais souvent un tirage, en début de mois, en fin de mois. Voilà. La temporalité m'aide à poser des tirages un peu plus construits. Mais voilà. Puis des fois, je les sors juste comme ça. Je regarde les images, je trouve ça beau. Enfin, voilà. C'est une forme de cadre, de planification et d'organisation, en fait. Ouais, c'est ça. C'est tu vois, justement, là, j'étais en train de me créer un template sur Notion où je veux tout mettre, ma pratique de tarot et tout. Et c'est ça, en fait, c'est quelque chose qui est très structuré pour moi et qui m'apporte une espèce de structure intérieure, quoi, d'avoir accès à des archétypes, avoir une pratique aussi un peu définie. J'aime bien. Pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui seraient pas forcément au courant de ce qu'est un archétype, est-ce que tu veux bien nous donner ta définition, hein, puisque ça reste assez personnel et empreint aussi quand même de croyances et de valeurs personnelles? Alors, c'est pas une question à laquelle j'ai réfléchi pour donner une réponse, tu vois. Des fois, j'aime bien regarder dans le dictionnaire ce qui est dit. Donc là, j'ai pas d'idée de ça. Mais dans les systèmes que j'étudie, en fait, il y a toujours des archétypes comme ça. Enfin, les fleurs de bac, il y en a 38. La numérologie, il y en a 9 plus, plus des sous-nombres, mais voilà, il y a des archétypes. Et en fait, pour moi, c'est des facettes qu'on porte tous en nous. Et c'est comme si, en se connectant à elles, on les reconnaissait en nous. Donc, l'archétype, je dirais que c'est un petit miroir de l'humain qui est comme quelque chose d'un peu stigmatisé, un petit peu qui se réfère comme un... Alors, le mot égrégore, il va être encore plus perché qu'archétype, mais c'est quelque chose de... comme si on faisait référence dans l'inconscient collectif. Voilà, c'était la référence qui parlait de ça, et voilà. Mais c'est pas très structuré comme réponse. Non, mais ça me va. Effectivement, j'avais le terme égrégore aussi en tête en écoutant le début de ta réponse. Donc ça fait sens. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fait sens. Du coup, je suis désolé, je t'emmène sur des terrains un peu tarabiscotés et tordus, mais j'aimais bien poser cette question-là lors de la première saison du podcast qui s'appelait à l'époque Voyage en cartothèque. J'aimais bien lancer le sujet de tarot psychologique ou tarot divinatoire. C'est les deux grands types qu'on oppose souvent, ou pas d'ailleurs, parce que on est beaucoup à ne pas ou à ne plus les opposer. Le type de pratique que tu nous partages aujourd'hui semble plus se rapprocher d'une pratique psychologique, ou en tout cas au moins organisationnelle, concrète, pratique. Ouais, stratégique, je dirais. Enfin, pas dans le terme je suis ambitieuse, allez, on y va, mais ouais, stratégique pour créer des plans. Mais j'y rajoute toujours une petite touche de potentiel. Alors, voilà, je l'éloigne du divinatoire parce que, alors ça, c'est quelque chose pour lequel j'œuvre un petit peu, d'avoir son pouvoir personnel, de pouvoir exprimer exactement ce qu'on a envie, comme on a envie. Donc le divinatoire, c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'aime pas qu'on me dise déjà moi ce qui va m'arriver. J'ai besoin d'expérimenter. Et donc je le fais pas pour les autres. Et du coup,
je dirais de potentiel. Voilà, de potentiel avec tous les tenants et aboutissants. Si je fais ça, je peux aller là. C'est plutôt favorable. Enfin voilà, ça me donne une espèce d'ambiance, mais pas de vérité implacable. En tout cas, ça vraiment, c'est pas mon truc. Et on va y revenir parce qu'effectivement, du coup, j'imagine que tu as la même approche avec la numérologie et le human design, c'est de mettre en lumière ses potentiels. Mais du coup, si je poursuis sur le sujet des égrégores et de la pratique du tarot, est-ce que pour toi, si je devais formuler une question de manière basique, bateau, ça serait comment ça fonctionne pour toi? Est-ce que du coup, tu as quand même la croyance qu'il y a quelque chose de plus derrière ces jeux de cartes, ou derrière, si je prends l'exemple de la numérologie aussi, sur la base d'une date de naissance ou en transposant des lettres en chiffres, on fait des calculs et finalement on se reconnecte à des énergies, à des archétypes, tu utilisais le terme aussi, ou à des égrégores. Donc c'est qu'il y aurait quelque chose derrière tout ça qui Oui. influerait. Ah oui, non, mais moi, je suis pas perchée, j'ai une pratique plutôt ancrée des choses, mais je crois énormément au vibratoire. Enfin, en fait, tout est vibration pour moi. Les nombres sont des vibrations déjà à la base, et tout est vibratoire. Et déjà, j'ai commencé toute ma pratique par de l'énergétique. C'est pour ça que je m'appelais la bulle d'énergie. Enfin, j'ai fait beaucoup de magnétisme, radiesthésie, des pratiques taoïstes issues de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, déjà à la base, la connaissance de soi, moi, passait par remettre les énergies en circulation et tout. Donc, je pense que ces outils font partie du même lot, en fait. Et puis tout, en fait, dans la vie. Enfin, je vois tout comme quelque chose de vibratoire. Et, euh, et quand on s'y connecte, c'est là que y a des réponses, en fait. Enfin, par exemple, une carte, j'imagine que quand on attend une réponse, et ben vibratoirement, celle par laquelle on est attiré, en fait, on le sait. On sait que c'est celle-là parce que nos cellules savent. Et c'est vibratoire, on le sait, on la prend. Et en fait, elle nous donne la réponse. Mais du coup, ça pourrait paraître magique, mais en même temps, je me dis, ouais, tout est assez juste et tout circule. Ouais, c'est de l'énergie pour moi, tout ça. Donc, Non, c'est intéressant. On me l'avait jamais formulé de cette façon-là, mais ça fait sens. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur le vibratoire, et qu'en fait l'information vibratoire, bien qu'invisible, existe, et nous sommes en capacité, bien qu'inconsciemment, la plupart du temps, de capter cette information vibratoire. c'est ça. Ça joue pour l'intuition aussi, pour les synchronicités. En fait, il y a... Bon, après, c'est des croyances que j'ai, mais je pense que la vie, tout dans l'invisible, ce qu'on ne voit pas, œuvre pour qu'on se développe, pour qu'on évolue, et qu'en fait, bah, si on lâche prise, c'est un gros concept, mais en fait, si on accepte, on peut avoir les messages qui sont là, qui sont à dispo. En fait, tout est à dispo, et voilà. Ça s'explique pas tellement non plus parce qu'en fait, j'ai pas de réponse non plus. Donc, j'imagine que ça peut être ça, mais bon, après, mes pensées et mes croyances ont évolué aussi au fur et à mesure du temps, euh, parce que j'ai été très cartésienne avant, enfin très peureuse, plutôt cartésienne, et du coup, j'ai beaucoup cheminé là-dessus, et maintenant, je me dis que ça me plaît bien comme idée d'imaginer ça comme ça. Ouais. Du coup, est-ce que tu as aussi la croyance d'une âme qui se réincarne? Tu parlais d'évolution, de développement. Est-ce que pour toi, du coup, c'est un cheminement d'âme perpétuel, probablement infini, justement d'évolution, qui passerait à travers des cycles de réincarnation? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est et du coup, dans quel but, dans quelle finalité pour toi? Est-ce que pour toi, il y a une finalité à ce développement et à cette évolution, ou en fait, c'est juste interminable, sans fin? Alors déjà, bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur le système de valeurs, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je valorise et tout. Et une de mes grandes valeurs, c'est l'évolution.
j'ai ce truc. Bah déjà, j'accompagne les gens pour qu'ils évoluent, pour qu'ils puissent passer à autre chose. Donc, et moi, je passe ma vie à vouloir pas être quelqu'un de meilleur, mais voilà, apprendre, expérimenter, apprendre, évoluer, etc. Tirer des enseignements en bon chemin de vie neuf, tu vois. C'est un peu ça, le côté évolutif. Et je crois. Alors, c'est même pas je crois, c'est que j'ai la conviction qu'il y a quelque chose dans l'invisible, que la mort enfin, j'ai été beaucoup confrontée à la mort de très près, et du coup, je suis persuadée que c'est un autre état. Donc, je me dis que s'il y a un autre état, forcément, et que tout est cyclique, il y a quelque chose qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. C'est comme si en fait on changeait d'état et qu'on revenait, et, et qu'il y avait une espèce d'objectif à ça, enfin en tout cas d'intention, de se dire bon bah là dans cette vie-là, je sais pas, enfin j'invente, hein, mais j'ai eu du mal avec ce sujet. Voilà, mon rôle de mère était difficile, etc. Donc, je voudrais aller le retravailler d'une autre façon pour comprendre en fait qu'est-ce qui a pas fonctionné. Donc, je vais peut-être me mettre dans la peau d'un enfant qui a une mère comme j'ai été. Enfin, en fait, j'imagine que c'est comme des leçons à chaque fois qu'on doit tirer, ou des choses qu'on doit comprendre et qui nous permettent en fait d'évoluer, pas pour être supérieur aux autres ou quoi, mais pour comprendre en fait, avoir une compréhension plus fine. Quand on retourne à l'état d'âme, peut-être. Mais je sais pas si c'est infini, je sais pas s'il y a une fin. Je pense qu'il y a des incarnations qui sont plus lourdes que d'autres pour certains. Et pour autant, je pense que dans chaque incarnation, tout est juste. Tout permet d'accéder à autre chose. Et on peut y trouver du sens. Enfin, on peut trouver du sens en tout ce qu'on vit. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si j'ai, mais Oui, oui, en tout cas, moi, je me laisse porter. Et tu vois, en t'écoutant, ce qui m'est venu, c'est finalement à chaque épreuve, tu parlais de certaines incarnations peut-être plus difficiles, plus lourdes que d'autres, mais que finalement, pour chaque épreuve, chaque difficulté, on a les ressources et les potentiels finalement, probablement, de les surmonter. ouais, ouais, ouais. Ouais, ça c'est. Alors je te la citerai pas en blanc comme ça, enfin de but en blanc, mais je crois que c'est Bob Marley qui avait dit cette phrase on ne sait pas à quel point où on est fort que le jour où on n'a plus le choix, enfin quelque chose comme ça. Et après j'avais lu d'autres choses sur ça, que la vie nous amène que ce qu'on est capable de porter, d'endurer, même si c'est sacrément lourd, inconfortable, douloureux, mais que se détacher de la douleur, bah, ça peut être une histoire d'incarnation, quoi. Enfin, de réussir à, à transcender la douleur et à mettre du sens dans les épreuves. Et j'ai pas une théorie toute faite, en fait. C'est en fonction des discussions que je me dis bon bah voilà. Je trouve que c'est important pour un humain de trouver du sens à ce qu'il vit, même si c'est hyper dur. C'est ce qui permet de continuer aussi et qui donne le moteur. Ouais. Non, je suis assez d'accord. On est parti très très loin dans la discussion. Et donc, toi, à travers tes outils, ce que tu aimes, c'est du coup de pouvoir mettre en lumière ces potentiels pour pouvoir justement faire face à ce type d'épreuves ou de difficultés ou de blocages. Ouais, et de croyances aussi envers soi, de conditionnement dont on a été, on est tous conditionnés, hein, clairement, mais il y a des conditionnements qui nous vont plus aujourd'hui, sur lesquels on a envie d'avancer, euh, et c'est un peu venir valider des choses déjà chez la personne, ou par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui se suradapte beaucoup parce qu'il faut se tenir comme ça en public, il faut se tenir comme ça, et qui en fait supporte plus et qui est à la limite du burn-out parce qu'elle en peut plus de pas dire sa vérité. Et en faisant un thème, par exemple, en human design ou en numérologie, en expliquant qu'en fait, ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est écrit dans ses nombres, ça fait une sorte de pression qui redescend aussi, de se dire mais
mais ouais, en fait, je suis comme ça, quoi. Et puis j'ai envie d'être comme ça. Et c'est pas moi qui viens donner une validation, mais la personne se valide en fait avec ça. Et je trouve qu'après, ça permet d'avancer. Ça plante des graines très positives qui permettent d'avancer après et de se reconnaître. Et parce que je parle de connaissance de soi, mais c'est plutôt la reconnaissance de soi. Enfin, il y a un côté où on sait qui on est, mais on s'oublie et on s'éloigne. Et souvent, ça nous convient plus. Et voilà, j'ai oublié ta question de départ. Moi aussi. Mais du coup, alors c'est hyper intéressant et je suis tout à fait d'accord sur le principe de se découvrir dans tous les sens du terme, hein, de se découvrir dans le sens se reconnaître, de la connaissance de soi, et se découvrir dans le sens de retirer les couches de conditionnement et de limitation qu'on porte et qui peuvent être épaisses avec tout le poids familial, sociétal, culturel, religieux parfois. Et on parlera de ces outils, tu nous expliqueras un peu plus en détail ce qu'est le Human Design, la numérologie, on parlera des fleurs de Bach aussi, mais moi, la petite question et interrogation que je pourrais avoir, c'est bien d'avoir ces outils-là pour comprendre certaines facettes de soi, mais où est la limite pour ne pas tomber dans une forme de déresponsabilisation en se disant bah oui mais en fait je suis comme ça et donc tu vois moi j'en joue des fois en disant non mais je me rappelle pas de ce que tu m'as dit hier parce que j'ai Mercure en Poisson dans mon thème natal mais c'est de la blague en vrai c'est juste que peut-être je n'ai juste pas prêté attention à ce qui m'était dit. Non, mais ça, alors justement, dans ma pratique, c'est pas ce que je mets en avant. Déjà, je trouve, bon, il y a des choses qui peuvent être bluffantes quand on fait un thème ou quoi, mais déjà, on n'apprend rien sur soi à la personne. En fait, elle se connaît mieux que nous. Nous, on fait des propositions. Enfin, en tout cas, moi, je fais des propositions. Tu vois, en reprenant ces archétypes, je vais parler de plein de facettes, par exemple, d'un nombre. Et la personne, sur 10 que je vais citer, elle va en reconnaître 2 parce que ça va lui parler, ça va résonner en elle. Donc déjà, on n'est pas là à dire tu es comme ça ou quoi. C'est tu pourrais. Enfin, tu vois, ça reste assez. C'est des propositions. Et ensuite, moi déjà, j'ai pas une démarche négative. Comme ça, c'est beaucoup ma formatrice Amandine qui nous a beaucoup insufflé ça, de ne pas. En fait, ça sert à rien de dire aux gens qui procrastinent, qui sont radins, que je sais pas, qui sont hypersensibles. En fait, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ils le savent et on n'est pas là pour. Ils sont pas en train de payer une séance pour venir leur dire ce qui va pas dans leur vie. Donc, le but, c'est de mettre de la lumière sur. Je reviens sur cette histoire de potentiel, de force, sur ça. Donc, quand je parlais de valider, c'est plus venir débloquer des zones qui sur lequel on suradapte parce on a l'impression de pas savoir faire. Enfin, comme on a les réponses en soi, mais on a l'impression de pas savoir faire. Et du coup, j'essaye de faire le lien avec la responsabilisation parce que justement, vraiment dans ma démarche, le but c'est que les gens se responsabilisent, reprennent leur pouvoir personnel et ne se posent pas en victime face à la vie. Donc, quand tu parles de déresponsabilisation, c'est-à-dire de dire je suis comme ça, donc machin, moi je verrais plutôt je suis comme ça, donc tu vois, ton avis, donc je vais faire ça et ça peut encourager aussi à mettre de côté ce qui est pas important pour soi. Si pour toi c'est pas important d'écouter ce que ton Mercure en Poisson ne te permet pas d'écouter, après tu peux le dire de cette façon, mais en vrai c'est peut-être juste que c'est pas important pour toi et le reconnaître aussi. Enfin voilà, chacun doit pouvoir s'exprimer comme il a envie en fait et qu'on peut pas être au top sur tous les plans. Donc je trouve pas que ça déresponsabilise, je trouve que ça allège la couche de, tu vois, surtout quand on est en société quoi, ou en famille, enfin dans des choses où justement on a l'habitude d'être conditionné, ou à l'intérieur de soi on est là non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fous là, mais c'est qui ces gens et tout, et puis en fait d'avoir l'impression que c'est toi qui as un problème avec eux. Et en fait, tu comprends que toi, t'es normal, que tu fonctionnes comme ça, et que après tu choisis
comment tu as envie d'interagir avec eux, si tu as envie d'exprimer ta vérité, si tu as envie de continuer à arrondir les angles, mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu prends sur toi, enfin voilà. Mais pas se juger, ouais, c'est ça en fait, c'est ne pas se juger soi-même sur, sur ce qu'on a l'impression qui fonctionne pas correctement. Tout fonctionne correctement, on est parfaitement câblé. Non, mais ça me plaît comme réponse. C'était pas une question piège que je te posais, mais au contraire, je suis plutôt d'accord avec le fait que on a tendance quand même beaucoup dans nos sociétés à se déresponsabiliser. Je pense qu'on le voit quand même, et à se victimiser, et que c'est toujours la faute de l'autre, voilà, etc. Ça arrive quand même beaucoup. Tout un chacun, je m'inclus dans le lot. Mais finalement, quand on se responsabilise, on se dit peut-être au départ que ça va être plus difficile, alors qu'en fait, ça allège de se responsabiliser, parce que si je suis responsable de cette situation, de la situation telle qu'elle est, ou de la façon dont je réagis à telle situation, si j'en suis responsable, c'est-à-dire que j'en ai aussi les capacités de la transformer, de changer cette réponse. Donc, ouais, totalement. Et aussi beaucoup de gens confondent responsabilité et culpabilité, être coupable et responsable. Et je pense que c'est pas trop clair, enfin, dans la façon dont on nous transmet ces choses-là. Et il y a beaucoup de gens qui culpabilisent ou qui ont honte. Et en fait, être responsable, c'est pas se sentir coupable, c'est reconnaître sa responsabilité dans une situation. Parce que, alors après, ça c'est quelque chose de très clivant. Quand je dis ça, je le sais. On a toujours le choix et tout est un choix. Mais ça, c'est vraiment... je dis ça parce que je l'ai expérimenté et que j'ai beaucoup lutté contre ça. Et en fait, je me suis rendu compte, si, il y a des choix qui sont à notre service au moment T, mais en vrai, déjà, rien que de pas faire un choix, c'est un choix. Enfin voilà, tout est un choix. Donc la responsabilité, c'est aussi savoir faire des choix ou en tout cas en assumer ce... Mais bon, je sais que ça pourra... ça peut piquer, enfin ce genre de truc, et j'ai pas envie d'en faire une généralité. Et puis en fait, il y a des gens qui sont pas encore peut-être capables d'entendre ça parce que ça fait trop mal aussi. Donc je le dis pas à tout le monde comme ça. Enfin là, je le dis à tout le monde, mais quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis pas ça tout de suite. Enfin c'est pas, il a d'autres choses à entendre avant. je vais peut-être juste donner un petit exemple où en ce moment je rencontre des difficultés, encore une fois, avec la refonte de mon site internet et avec le prestataire que j'ai choisi. Et en fait, j'ai quelqu'un d'assez proche de moi qui me disait « Mais arrête de te culpabiliser, arrête de dire que c'est de ta faute, que tu es responsable. Si eux n'ont pas fait le travail que tu attendais, c'est leur faute à eux. » Il disait « Oui, en soi, je suis d'accord, il y a un problème de service rendu, mais n'empêche que le choix à l'origine de travailler avec ce prestataire, c'est moi qui l'ai fait. Donc, mine de rien, que j'ai une responsabilité dans cette situation. Peut-être que j'ai pas pris assez d'informations, peut-être que moi-même j'ai pas assez communiqué et dit clairement ce que je voulais, peut-être que je n'ai pas écouté des ressentis que je pouvais avoir, et peut-être que j'ai pris une mauvaise décision, si tant est qu'on puisse prendre de mauvaises décisions. Etc., etc. Alors que, effectivement, ça aurait pu être peut-être plus simple pour moi à ce moment-là de juste rester dans mon état d'énervement, d'agacement et de victimisation ils n'ont pas fait leur boulot, c'est pas bien, voilà, etc., etc. Et j'irai encore même plus loin parce que dans ma vision justement de ce qu'on vit et comment j'accompagne les gens, c'est de trouver les opportunités à ça. Qu'est-ce que ça permet de développer en fait. Et c'est pour ça que je disais que tout est juste, c'est que même les choses qui peuvent être qui créent des frictions permettent d'accéder à autre chose qui finalement nous en apprend. Enfin voilà, ton site forcément t'as appris des choses que tu savais pas il y a quelques mois, et puis la prochaine fois que tu prendras une décision, t'auras ce petit truc dans le coin de la tête avant d'agir. Donc c'est à ton service quand même, même si c'est relou. C'est surtout dans les moments de friction, comme tu dis, où il y a les plus grands enseignements finalement. Allez, passons à la liste de Human Design, numérologie, fleur de bac. Par quoi tu veux attaquer ?
Oh, on n'est pas obligé d'attaquer tout, enfin, ou en tout cas attaquer. On n'est pas obligé de tout voir. Moi, c'est plus Il y quand avait on a un coaching souci, comme aussi. tu as envie. Bah, le coaching, disons que c'est un peu le pont qui fait, enfin, c'est ce qui fait le pont entre mes outils, parce que j'ai choisi une formation de coaching spéciale. J'avais pas envie de faire un parcours RNCP. Ça m'ennuyait. Enfin voilà, j'avais pas envie. J'adore me former. Hein. Je passe ma vie en formation depuis presque 5 ans. Mais du coup, je me suis formée avec quelqu'un qui a une vision de la vie que je trouve inspirante et qu'en fait, qui va permettre aux gens de transformer les perceptions incomplètes qu'ils ont sur ce qu'ils vivent et de la vie. Et du coup, déjà, c'est une formation qui m'a permis de me transformer moi, enfin ma perception des choses, mes croyances. Enfin, ça a été un gros travail sur moi. Et voilà, je viens de terminer ma formation. Et je passe d'ailleurs en supervision demain, donc c'est assez rigolo parce que ça se clôture demain. Et je vais continuer pour 15 mois. Là, je vais commencer une autre formation coaching. Donc c'est vraiment, entre guillemets, l'outil qui fait le pont de posture aussi, d'accompagnement, d'avoir des clés. Et mes outils, ils me passionnent, je les adore. Vraiment, je pourrais en parler à des heures. Mais ils sont un petit peu au service de la personne et de qui je suis et de ce que je fais. Tu vois, je me suis beaucoup questionnée pendant que je me formais. Est-ce que je suis numérologue? Est-ce que je suis ça? En fait, peu importe mes outils, euh, bien sûr que voilà, j'en parle, je les mets en avant, etc. Mais c'est pas parce que je vais commencer une séance de fleurs de bac avec quelqu'un que je vais pas aller lui demander sa date de naissance et puis qu'on va aller travailler sur autre chose. En fait, le but, c'est que la personne, elle a un obstacle et quelque chose qui la fait souffrir et on essaye d'adoucir ça et peu importe la méthode. Donc voilà. Oui, ce qui compte, c'est la finalité, quoi. Oui, et puis c'est de co-créer ensemble quelque chose pour. Tu vois, je parlais de valeur tout à l'heure, ou je parlais d'évolution. Ma valeur première, moi, c'est la connexion. Et j'ai vraiment besoin en fait d'être avec quelqu'un et lui apporter tout ce que je peux, le meilleur en fait. Et peu importe, je suis pas à me dire, il faut que je lui fasse son thème de A à Z. Il faut que. Bon, bien sûr que si je propose une séance de lecture de numérologie, je vais rester là-dedans. Mais on peut discuter de la vie. Enfin, en fait, on n'est pas accroché à ça. Donc voilà. Et puis Fleur de Bac, c'est un outil, mais ça fait 3 ans que je me forme en fait à cet outil. Et c'est un gros chemin aussi parce qu'on dit que c'est un chemin en soi les fleurs. Et il y a toute une posture aussi d'accompagnement en fait. Conseillère en fleurs de bac, c'est pas apprendre les 38 fleurs de bac et savoir les recommander. C'est la posture, qui je suis, comment j'accompagne, et laisser le pouvoir à la personne, parce que le docteur Bach, il voulait donner l'autonomie à ses patients, parce que lui, c'est un médecin, mais donner à la personne le choix de ce qu'elle va travailler, de ce qu'elle a envie, en fait, de faire. Toi, tu l'écoutes, tu traduis en fleurs, un petit peu, enfin, tu traduis en mots, mais tu traduis en fleurs, tu proposes, et puis en fait, c'est dire, ah, mais non, ça, j'ai pas envie. C'est que pour l'instant, c'est encore important dans son fonctionnement, assez pour qu'elle le conserve. Mais le fait rien que de mettre de la conscience dessus en disant, bah ouais, par exemple, je fume et j'arrive pas à arrêter de fumer, ben c'est parce que c'est au service de quelque chose pour l'instant qui est pas prêt d'être travaillé, mais elle sait que du coup, que quand elle le fait, elle arrête un peu de se juger de le faire, c'est qu'elle sait que c'est à son service pour quelque chose qui est plus difficile. Voilà, et on chemine comme ça, et des fois, l'objectif, c'est pas forcément d'arrêter de faire quelque chose, par exemple un comportement, quoi, c'est aussi de l'intégrer, de plus juger sur ça. Donc voilà. Et donc cet accompagnement, c'est devenu ou c'est en train de devenir ton activité professionnelle? Ouais. Moi, j'ai bon, ça c'est un peu le sujet trigger parce que je suis en pleine mutation, on va dire, où je me lance pour de bon parce que mon auto-entreprise, elle a 2 ans et demi. Je l'ai ouvert en juillet 2022 et ça fait des années que je me forme et tout. Mais en fait, j'avais ce côté où je me sentais pas légitime, je passais mon temps en formation, enfin voilà, comme beaucoup. Et justement, le formateur que j'ai choisi en coaching m'a dit de toute façon, tant qu'on a le syndrome de l'imposteur, c'est un peu qu'on est un imposteur, donc c'est pas de souci, continue à bosser. Donc ça m'a bien piqué, donc j'y étais, et c'est là que j'ai découvert que oui, il me manquait quand même
du travail sur moi encore, en fait. C'était vraiment des choses en moi que j'avais besoin de libérer pour pouvoir laisser de la place aux autres et être un miroir plus... de l'espace aux autres dans l'accompagnement, quoi. Parce que moi, j'avais encore trop de choses qui remontaient et ça m'a beaucoup... Et, euh, et donc, voilà, je pense que comme tout est juste, c'est arrivé à ce moment où j'ai cheminé à devoir quitter aussi mon CDI. Je viens de terminer, en fait, mon CDI. J'avais un CDI depuis 19 ans dans une très grosse boîte. Voilà. Et je pense que si j'avais écouté ma peur, j'y serais restée jusqu'à ma retraite, en fait. Et, euh, et donc, oui, j'ai décidé que c'était terminé et que je voulais pas passer à côté de ma vie et me réveiller un matin en me disant, mais Chloé, ça te faisait tellement kiffer, pourquoi tu l'as pas fait, quoi? Pourquoi? Et ça me fait monter l'émotion directe, mais ouais, c'est vraiment le truc. Je fais ça parce que ça m'anime, ça m'inspire, ça me fait vibrer. Tu vois, j'ai des enfants et tout, mais je te dirais presque que c'est quelque chose qui me porte encore plus parce que c'est au service de tous les gens que je côtoie. En fait, c'est pas que ma voix professionnelle. J'ai l'impression que j'exprime qui je suis quand je fais ça. Et donc oui, je me lance pour de bon depuis que mon contrat s'est terminé. Tu faisais quoi, si c'est pas indiscret, comme... Là, alors moi j'ai fait plein de métiers, mais pour te faire rapide, en fait j'ai fait une fac de psycho. Donc oui, j'avais commencé à 17 ans à m'intéresser à l'humain. J'avais vraiment besoin de comprendre, etc. Puis en fait, un matin, je me suis réveillée, j'avais envie de faire de la coiffure. Donc j'ai fait j'ai fait les diplômes de coiffure. J'ai arrêté la fac pour faire CAP et BP de coiffure. J'ai été coiffeuse pendant 12-13 ans. Et puis quand j'ai eu mon premier enfant en 2010, j'ai eu envie de changer. Enfin voilà, ça me plaisait plus, ça m'ennuyait. J'avais plus aucun intérêt. Et du coup, je travaillais dans des labos et je suis devenue chimiste. Donc, et ce que j'aimais dans ce travail, c'était mes collègues. J'adorais en fait le contact avec eux, leur bienveillance. J'ai eu pas mal d'épreuves et en fait ils étaient toujours là et j'avais cette espèce de famille au quotidien, quoi. C'était vraiment soutenant et c'est ce que j'aimais. Mais mon métier n'avait aucun sens pour moi. Je me faisais chier comme un rat mort, franchement. Enfin, je m'ennuyais tellement qu'en fait c'était, tu sais, c'est un peu le bore-out, quoi. Limite, c'est pas le burn-out, c'est le bore-out, quoi. Genre, mais je peux plus. Enfin, c'est donc voilà, jusqu'à temps que mon corps il me dise stop, stop. Donc j'ai été à l'arrêt total, je pouvais plus bouger. Et à chaque fois que je devais retourner au travail, je me rebloquais. Et en fait, mon médecin a commencé à m'arrêter en disant non mais stop. Enfin, il faut changer. Puis voilà, j'ai cheminé sur ça, sur ma santé, enfin sur comment ça s'est exprimé en moi en disant mais là stop, en fait tu pousses trop. Et puis la réflexion a fait que j'ai demandé à ce que ça se termine et ça a été accepté. Et ça veut pas dire que j'ai pas peur, mais j'ai plus de courage que de peur, donc j'y vais. C'est ça, c'est que malgré la peur, tu te lances et en même temps, avec la conscience aussi que t'as plus le choix parce que ton corps en était arrivé à te dire stop et que avant que le corps, puisqu'on est dans si on reparle de vibration, le corps, la matière, c'est la dernière strate, c'est vraiment la vibration la plus dense, la plus basse, entre guillemets, c'est pas un jugement de valeur quand je dis basse, hein, c'est pas dans un système de valeur que je le dis. Mais du coup, le temps que cette information-là, elle descende jusque dans le corps, ça veut dire que tout le processus antérieur, tu ne l'as pas entendu et jusqu'à ce que le corps te dise stop, stop, stop. Et là, en fait, il n'y a plus le choix. En fait, c'est courir à la catastrophe de continuer. Ouais, de toute façon, enfin, si j'ai fait, parce que moi j'ai fait du Chin Tsang beaucoup, enfin, en fait, à domicile, je fais du Chin Tsang. C'est encore un truc. Quel est le Chin Tsang? Je ne connais pas. C'est une pratique taoïste issue de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, c'est des massages de l'abdomen où on va masser les organes et on vient détoxifier et retonifier, en fait, refaire circuler l'énergie dans les méridiens par des manipulations des organes. Donc, bon, c'est très, mais ça peut pas se faire en ligne, ça se fait à domicile. Donc ça, c'est une activité. Alors c'est pas qu'elle est en parallèle, c'est que je la fais qu'à domicile, donc j'en parle pas forcément sur les réseaux ou quoi. C'est que les gens ils viennent par le bouche à oreille à la maison et voilà. Et du coup, comme je te disais, mon approche, elle a déjà été, enfin à la base, elle était énergétique. Et oui, il y a tous les corps à traverser. Le corps émotionnel, je l'ai bien senti. Enfin voilà, je sentais que émotionnellement, j'étais débordée depuis plusieurs années.
et tomber dans le corps, il y avait des signes quand même, parce que les crises d'angoisse, par exemple, c'est émotionnel, mais ça vient dans le corps aussi se manifester par souffle, tachycardie, inconfort, etc. Et là, c'était une névralgie cervico-brachiale qui m'a stoppée, mais en fait, ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Mon mari, ça a été une rupture tendon d'Achille. Enfin, en fait, c'est le stop qui fait que t'es à l'arrêt parce que t'as pas écouté. Mais je savais quand même. Enfin, tu vois, au fond de moi, je me disais, mais ça faisait bien 5-6 ans que je savais que ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je me formais à côté. J'avais mon auto-entreprise à côté. Enfin, je faisais des choses pour me stimuler un peu, me trouver de l'intérêt à ma vie, quoi, à me dire t'es pas là que pour prendre le RER, aller au travail, faire du small talk avec les collègues, repartir le soir. Enfin, non. Et comme tu dis, on sait, c'est juste qu'on fait le choix de ne pas écouter et il faut pas se culpabiliser de ça parce que ça fait partie de ce qu'on est, des conditionnements qu'on porte, parce qu'on vit dans une société où faut être productif, il faut rester dans une case, il faut se pointer au boulot parce qu'il faut gagner un salaire à la fin du mois, parce qu'il faut payer ses charges et ses impôts, parce qu'il faut etc., etc. Donc c'est sûr et on est extrêmement résistant. Le corps humain, on n'a pas conscience de la capacité, de la force qu'on a à résister. Alors si on mettait cette force-là au profit d'une action bénéfique au lieu d'être dans une résistance négative entre guillemets, mais encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, ça serait magnifique, magique, incroyable. Bah ouais, la force créative, quoi. Quelque chose de l'ordre. J'y oppose la créativité, quoi. Enfin, par rapport à la lutte où on perd la vie un peu parce qu'on perd notre énergie dans des choses qui nous drainent, en fait. Et puis, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc là, ça y est, ton contrat, t'as réussi à quoi, négocier une rupture conventionnelle ? Non, un licenciement. Donc, consenti. Mais bon, voilà, après, ça, c'est de la, comment on dit, de la, c'est de la rhétorique. Enfin, on s'en fiche, quoi, en fait. En fait, le but, c'était que mon contrat se termine. En fait, j'avais besoin, avant que ce contrat se termine, de me sentir en sécurité. Parce que je pense que c'est un des besoins fondamentaux humains. Donc, tout ce que tu disais, là, pour moi, c'était les choix qu'on faisait, c'est comment je me sens en sécurité, etc. Donc, ma sécurité, j'ai réussi à la trouver autrement aujourd'hui que par cet emploi, voilà. Et du coup, après, le changement, c'est toujours un peu un truc. De toute façon, humainement, on n'aime pas trop le changement. Enfin, on a du mal à y aller. Donc, c'était le truc d'y aller. Mais ouais, j'ai réussi à négocier. Bon, de toute façon, j'y serais pas retournée. Si je n'avais pas accepté, j'aurais, je pense, démissionné. Enfin, de toute façon, voilà, c'était terminé. Donc, voilà. Et je suis en mois 9. Et ben voilà, bah tu vois, Voilà. donc... Ça s'est terminé en jour 9, mois 9, le 9 janvier. Donc, pour moi, c'était assez symbolique que ça se termine ce jour-là. J'ai été convoquée et je trouve ça assez rigolo que ça tombe comme ça. Donc, ouais. Et comme tu dis, effectivement, ça touche principalement à cette notion de sécurité. Je parle souvent de conditionnements sociétaux, alors qu'en vrai, on est aussi et avant tout porteur de conditionnements presque organiques de ce cerveau humain qui date de la préhistoire et dans lequel la sécurité, c'est le besoin vital primordial et fondamental. Ouais, c'est archaïque, quoi. Je pense que c'est dans nos cellules, quoi. Enfin, ça, c'est au fil des siècles, c'est resté dans nos cellules. Ça s'est mal transposé parce que des fois, en fait, on est en PLS pour des choses alors que nos ancêtres, voilà. Mais je pense qu'on a gardé quand même ces traces-là et on a tendance à se mettre en sécurité, forcément. Et tant mieux. Enfin, tant mieux. La peur, elle est toujours là pour nous signaler un danger aussi. Et, même si des fois on lui donne trop d'importance. Ça va être les conditionnements justement qui viennent nous dire machin, les histoires qu'on se raconte autour de ça. Mais dans nos cellules, on sent l'insécurité, quoi. Donc si dans la société on nous dit il faut avoir un CDI, être entrepreneur c'est compliqué, la crise, enfin voilà des choses qui mettent du stress, forcément on se dit mais là c'est pas là qu'elle est la sécurité.
Donc, ouais. Mais, Bon, en tout cas, passionnant. On est parti un peu, mais vraiment dans une freestyle. discussion. Ouais, complètement. Mais c'est chouette aussi. C'est cool de pouvoir de parler de ces sujets-là importants et de façon un petit peu décomplexée et tranquille et naturelle. J'espère que ça fera plaisir à nos auditeurs et nos auditrices qui passeront un bon moment. Et ça fait déjà 46 minutes qu'on blablate, donc et je vais essayer d'éviter de faire un épisode de 3 heures. Parlons, est-ce que tu veux bien nous expliquer, on va parler plus longuement de numérologie, donc je vais garder ça pour la fin. Ok. Les fleurs de Bach, on en a déjà un petit peu parlé, je Ouais, pense que la ouais. plupart des gens connaissent. Le human design, ça reste encore assez hermétique comme outil, je Ah trouve. ouais, d'accord. Moi, c'est marrant parce que j'y vois justement un gros attrait, que c'est très magnétique pour les gens, beaucoup plus que la numérologie. En tout cas, on vient beaucoup me chercher pour ça. Ah, tu fais ça, mais c'est trop bien, tu peux m'en dire plus. Alors peut-être parce que c'est hermétique et que c'est intriguant, mystérieux et qu'on a envie de comprendre. Moi, pendant des années, j'ai vu passer le human design sur les réseaux sociaux, autour de moi, où je me disais, mais c'est un puissant fond, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc hyper new age, oh là là, c'est un mélange de tout. Enfin, pleine de jugements, évidemment, parce que j'étais pleine de peur et d'incompréhension. Et, euh, et j'avais pas l'espace de me dire, ah, je vais aller étudier ça, puis un jour, baf, baf, je suis tombée dans le trou. Et j'ai voulu comprendre. Et là, bah voilà, après, à partir de là, c'est fichu. Donc là, j'entame ma 3e formation à partir de février pour 15 mois. Euh, pour comprendre encore plus, enfin, plus en profondeur, parce que c'est quand même très, très complexe. C'est pas quelque chose que je pourrais décrire comme ça, oui, quand tu dis hermétique, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de strates à comprendre. Mais déjà, quand on travaille, enfin, moi, le peu que je suis formée, enfin voilà, depuis 1 an, je fais des formations un peu pour comprendre. Mais le peu déjà, quand je discute avec les gens, ce qu'ils me disent, c'est que le peu que je leur dis, ça apprend beaucoup de choses et ça permet beaucoup de choses dans la circulation de son énergie, de la prise de décision, dans justement sa prise de conscience des conditionnements, les relations, les dynamiques relationnelles aussi. Voilà, ça apporte beaucoup de réponses et du coup, moi, je trouve que, enfin, je j'oppose pas numérologie et human design. C'est très complémentaire. Voilà. Mais il me reste encore beaucoup de choses à étudier, comme les planètes. Enfin voilà, il y a tout ce qui est astrologie aussi dans le human design. Donc, en quelles portes sont qui vont se rapporter au Viking, les portes. Donc ça se met sur les planètes. Enfin, ouais, ça demande. Ma prof, ça fait 10 ans qu'elle y est et elle apprend encore des choses tous les jours. Mm. Parce que donc du coup, le human design, c'est un outil canalisé, il me semble, Ouais. basé sur la date de naissance. Ouais. Il n'y a pas le prénom qui intervient, la date et le lieu de naissance pour le fuseau horaire. Et en fait, ça te génère une charte qui serait un peu le mode d'emploi de naissance. En fait, bon, il y a toute une histoire autour, mais en gros, c'est comment t'es câblé pour fonctionner. Ça te donne un peu, si tu suivais ça, en gros, tout serait assez fluide dans ta vie. Donc bon, on ne peut pas puisqu'on est dans une société où on est conditionné. Et voilà, ça t'explique en fait comment tes centres fonctionnent entre eux. Tu le vois, en fait, c'est assez simple parce que tu vois la charte, tu vois ce qui circule, ce qui est bloqué, ce qui est blanc, ce qui est coloré. Mais, euh, mais c'est complexe, ouais, c'est complexe. Oui, ça forme un petit bonhomme avec des cubes un Ouais, peu, voilà, qui forment un petit bonhomme. Et certains sont colorés, d'autres sont blancs. voilà. Mais ça parle aussi des conditionnements, justement. Ces centres-là, ils sont là pour nous montrer un peu comment on peut conditionner les autres et comment on est conditionné par les autres. Et, euh, et aussi un peu des thèmes, ça s'appelle les thèmes du non-soi. C'est qu'en fait, il peut y avoir certaines attitudes qu'on reconnaît chez soi, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas suivi sa stratégie et son autorité. Enfin, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement, entre guillemets, complexe que si je parle pas d'une personne en particulier, je trouve que c'est un outil tellement riche qu'en fait, ça serait le vulgariser que d'expliquer comme ça comment ça fonctionne. Et voilà, moi, je peux faire des lectures voilà, pour les gens, pour reconnaître des choses, valider, enfin aider. Et pour autant, je me considère pas comme pro du human design. J'ai encore beaucoup à apprendre et je le fais. Mais ouais.
c'est intéressant comme outil à étudier. Est-ce que tu es projecteur du coup? Non, pas du tout. Je suis générateur. Je suis une grosse bosseuse. Et alors j'étais déçue au début. Je me disais mais non, moi je veux pas. Par contre, j'ai des profils 1-3. Et le profil, je trouve que c'est ce qui parle le plus quand on discute parce que les gens se reconnaissent assez bien. Et moi, le profil 1-3, c'est celui qui passe sa vie à étudier, à apprendre en profondeur, à vouloir connaître, qui passe son temps en formation et qui, comme je viens de le faire à l'instant, a l'impression de rien savoir sur rien, alors qu'il connaît plus que 90% des gens sur le sujet. Donc ça, c'est très ligne 1. Et la 3, c'est celle qui expérimente. Et en gros, c'est celle qui, quand elle raconte sa vie, t'as l'impression que soit elle est mytho, soit c'est un film. Et en fait, la ligne 3, lui arrive toujours des trucs un peu ouf. Et elle est là pour expérimenter, pour apprendre de ses échecs et pour évoluer. Donc tout ce que je te raconte depuis le début, c'est très 1-3 en vrai. Donc voilà, je suis générateur 1-3 émotionnel. Donc ça veut dire que j'ai le plexus défini et que pour ma prise de décision et avoir de la clarté sur les choix que je veux faire, il faut que je laisse passer les vagues émotionnelles. Je ne dois pas réagir et répondre dans l'instant. Voilà. J'ai essayé de chercher ce que j'étais moi. Je sais que je suis projecteur, mais j'ai pas souvenir du profil. D'accord. Bah, je te voyais bien projecteur parce que tu as une façon de cibler les questions et d'être focus. C'est très projecteur, tu vois. Et puis les projecteurs sont là pour guider les générateurs. Et ouais, je trouve que tu remplis bien ton rôle. Mais du coup, énergétiquement, ça fonctionne pas pareil qu'un générateur. Il y a une énergie qu'un générateur en fait a accès à une énergie en continu quand il fait quelque chose qui le fait vibrer, alors qu'un projecteur il a besoin de repos pour se régénérer. L'énergie est pas à dispo en continu, donc c'est hyper important de se reposer quoi. Bon, pour tout le monde, mais ça fonctionne pas pareil. Enfin voilà, c'est pour ça que déjà rien que le type qui est la base, on peut énormément comprendre, comme je te disais en début de podcast, valider des choses sur soi en disant mais putain, j'ai l'impression d'être une feignasse, je suis tout le temps fatiguée. Enfin, tu vois, il peut y avoir des choses comme ça qu'on peut se raconter sur soi et en fait, ça peut être expliqué avec le Human Design. Alors, je te confirme que je me dis souvent que je suis une feignasse, souvent fatiguée, alors qu'en fait, j'en fais déjà beaucoup et que j'ai surtout besoin de me reposer. Donc, je prends le message. Repose-toi. Ok. Oui, et tu vas te reposer comme ça. Et surtout, quand tu es dans l'aura des générateurs, tu vas avoir cette sensation d'avoir beaucoup d'énergie et de pouvoir un peu gravir des montagnes. Et en fait, c'est un espèce de leurre parce que quand tu te retrouves seul dans ton aura, finalement, tu bénéficies plus de ça et tu peux te sentir vraiment épuisé. Alors qu'un générateur, lui, si tu lui parles d'un truc qui le fait kiffer, il peut continuer, quoi. Donc, on n'est pas dans la même. T'es un être non sacral. Ok, ben merci pour ce petit tour d'horizon, introduction au Human Design et donc la numérologie. Alors, gros sujet. Je pense que on connaît un peu plus qu'est la numérologie. Notamment, tu disais que tu l'associais au tarot ou pas? Parce que tu parlais de numérologie 22. Ouais, c'est ça, les 22 arcanes majeurs, sachant que le 22, du coup, sera le mât, le fou. Enfin, et du coup, il représente le 4 en 22. Donc voilà, il est associé à ça. Mais oui, on part du magicien. Et moi, ce que j'adore dans la numérologie à 22, c'est que le 1, par exemple, qui est... il y a le 1 à 9, mais le 1 qui est un 1, un 10 ou un 19, c'est pas le même. Et du coup, moi, ça me parle beaucoup. Tu vois, pour revenir à moi, par exemple, je suis née un jour 19, une année 19. Et moi, le soleil, ça a toujours été ma carte. Tu vois, c'est genre, j'adore cette carte. Et en fait, c'est aussi beaucoup ce que me disent les gens. Là, que je suis toujours très enthousiasme, solaire, machin. Et ça me parle beaucoup plus de moi parce que le soleil, tu vois, il a déjà des fondations. Il y a le petit muret là qui est construit derrière. Si on prend le tarot de Marseille, donc il a déjà des fondations solides. Il est en train d'initier des choses, mais parce que derrière, il a construit quelque chose. Alors que le magicien, il est un petit peu encore dans l'expérimentation, c'est tout nouveau. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui initie. Le 19, il initie sur des bases très solides. Donc voilà, les nombres ne parlent pas la même langue, ne disent pas la même chose selon s'ils sont aspectés sous un arcane différent. Donc c'est pour ça que maintenant je l'utilise.
j'utilise quasiment tout le temps la numérologie à 22, en fait, même pour les prénoms. Ouais, je trouve que ça met beaucoup, beaucoup de nuances. Et ça, comment t'es rentré dans le sujet de la numérologie? Je sais plus. Pareil, c'est venu comme ça. Les opportunités. Je crois que c'est un livre que j'ai acheté ou peut-être le tarot aussi déjà, les suites, tout ça. Quand t'es dans l'apprentissage du tarot, c'est quand même un apprentissage long, je trouve, qui dure vraiment longtemps. Et voilà, l'apprentissage des arcanes, vouloir comprendre, enfin d'aller du début à la fin. Et puis ouais, j'ai dû acheter un livre ou deux. Je sais plus trop. Ouais, je crois que j'avais fait. Enfin, franchement, je sais plus. Mais en gros, à partir du moment où j'ai décidé que je devais comprendre, là, c'est devenu ma passion, quoi. Peut-être qu'avant, enfin, j'en avais entendu plein de fois, et une fois que j'ai décidé de comprendre, donc là, je fais toutes les formations possibles et je passe ma vie à. En fait, c'est comme si je mettais des lunettes et ma vie, elle devient un. Tout est sous le prisme de ce que je suis en train d'apprendre, quoi. Je suis très chiante pour mon entourage, ils me le disent très souvent. On sent, oui, quand même ce besoin de décortiquer, d'analyser, de comprendre, comme si, j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire, en fait. Ouais, cette idée de, voilà, il faut que je rentre dans le système. Il faut que je décode la machine. Bah, ça, c'est très 7, tu vois. Si on parle de nom, c'est très 7. Déjà, mon prénom fait une vibration 7, je suis née un mois 7. J'ai un 0 en 7. Bon, ça, c'est pour les gens qui connaissent, mais du coup, c'est un sujet dans ma vie, le 7, de mettre du sens pour tout, en fait, parce que même quand je te parlais de faire un métier qui a du sens, enfin voilà, et comprendre, mettre du sens, c'est ça. Et quand je vois quelque chose, j'ai besoin d'aller en profondeur, et je suis assez pugnace en plus d'aller chercher, vraiment craquer le truc, quoi. Vraiment, je veux comprendre. Par contre, je peux m'en désintéresser une fois que j'ai compris, ça, oui. Mais pour ces outils-là, par exemple, non, je les ai vraiment. Leur sens m'a donné des réponses qui me donnent envie de continuer avec, parce que j'ai fait plein d'autres formations sur des choses que j'avais envie de comprendre, et une fois que je les ai compris, je me suis dit ouais, ok. Et je m'en suis pas servi, quoi. Voilà. Ce que j'ai gardé, c'est ce qui m'a le plus intéressé et le plus parlé pour accompagner. C'est par pure curiosité, c'est quoi les d'autres sujets que tu as pu étudier et pas retenir? J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait déjà tout ce qui est énergétique, magnétisme, etc. J'en ai beaucoup fait. J'ai fait une dizaine de formations de massage aussi, pour arriver jusqu'au Chinetsang. Qu'est-ce que j'ai, franchement, je sais plus. Non, c'est déjà pas mal, ça me va comme exemple. C'est vraiment par pure curiosité. Tu vois, là, en ce moment, je m'intéresse au breathwork, j'ai envie de comprendre, connaître. Enfin, voilà, c'est des trucs où je pense que c'est plus pour moi, tu vois, un peu comme le tarot. Enfin, j'ai envie de comprendre pour moi parce que j'ai envie de l'intégrer à ma vie. Et si j'intègre quelque chose, en fait, j'ai envie que ça soit assez bien comprendre comment ça fonctionne. Je fais pas ça, j'aime pas trop les trucs à l'arrache, peut-être. Voilà. Et si on revient sur la numérologie, du coup, la numérologie, on ne sait pas vraiment d'où ça nous vient. On sait que c'est Pythagore, c'est ça, qui utilisait déjà la science des nombres. Il disait tout est nombre, parce que tout est vibratoire. Après, dans la logique, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit les lettres sont forcément apparues avant les nombres. Sinon, on pourrait même pas imaginer ce que c'est un 1, parce qu'on pourrait pas le penser, le dessiner. Enfin, tu vois, il y avait un côté où donc les lettres viendraient avant les nombres pour moi. Mais ouais, après, je suis pas une grande scientifique. Je me demande encore comment c'est possible que je me retrouve à faire de la numérologie en ayant eu 2 de moyenne en maths. J'étais vraiment pas la bonne élève en maths. J'étais beaucoup plus littéraire. Mais il y a... ouais, je crois que c'est un peu à la mode depuis les années 60, 70. Enfin, à la mode. En tout cas, c'est devenu une pratique. Mais je pense que de tout temps, les gens ont toujours utilisé les nombres pour plein de choses, en fait. Avec 9 noms, on peut tout faire, c'est l'infini, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, avec les 9, avec le 0 aussi, avec les 10. Ouais. Donc, je m'y suis intéressée et tout, mais j'ai pas retenu parce que ça me... Enfin, je crois que je m'en fous un peu. Désolée. Non, mais j'ai pas de... Et par contre, je crois qu'il y a plusieurs courants ou approches de la numérologie, non? J'ai déjà entendu parler de numérologie karmique, tibétaine, angélique.
Oui, humaniste. Enfin, après, il y en a qui ont mis des noms parce qu'ils ont créé c'est une marque déposée, quoi. Enfin, François Notaire qui a fait la numérologie humaniste. Enfin, t'as un peu tout. Lydie Castel qui fait sa numérologie. Enfin, voilà, chacun a son truc. La numérologie karmique, je m'y suis intéressée. Hein, j'ai étudié un peu le truc, mais ça s'oppose un peu à ce que j'ai envie de passer comme message parce que du coup, il y aurait quelque chose d'un peu immuable dans nos nombres qu'on peut pas transformer et que là, pour le coup, alors, c'est mon point de vue, hein, mais se déresponsabiliser, parce que c'est mon karma, c'est comme ça. Là, ouais, j'y vois un peu plus de ça, donc. Mais ça peut être une autre approche aussi, mais il y a un truc un peu trop formel dans le karmique, parce qu'en fait, on sait pas. Donc, d'implanter des choses comme ça, est-ce que ça fait du bien aux gens? Je sais pas. Donc, oui, il y a toute cette approche beaucoup plus spirituelle, peut-être. Angélique, je connais pas du tout. C'est pas un truc qui me parle. Et ouais, moi, c'est la numérologie classique, et qui est très reliée à la cartomancie, finalement, qui parle de cycle, quoi, de partir du 1, du 2, qui font le 3, etc., quoi, Si on prend la numérologie de 2025, puisqu'on est encore un petit peu au début, on enregistre fin janvier, on est encore un petit peu en début d'année. Ouais. Bah là, on est sur une année qui termine un cycle de 9 ans. Donc, la dernière année 9, c'était 2016. Donc, on a commencé à planter des graines en 2017, en fait, si tu vois que le cycle a commencé en 2017. Et voilà, ça a évolué, en fait, jusqu'à maintenant où on est en train de... Le 9, on peut vraiment voir l'image de l'ermite, pour le coup, s'il y a plus de gens qui associent les nombres au tarot, où on regarde un peu tout ce qui s'est passé sur les dernières années, les 8 avant. Et on fait le tri, le bilan, et puis on se dit qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on emmène avec nous en 2026, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qui fonctionne plus. Émotionnellement, ça peut être assez challengeant parce que les séparations, c'est difficile. Abandonner, enfin voilà, se séparer. Mais c'est toujours nécessaire. Et on regarde un peu ce qu'on va planter pour... si on se tourne vers le futur, qu'est-ce qu'on va planter en se séparant de ce qui fonctionne plus. Donc, le 9, il demande de prendre de la hauteur aussi. C'est un nombre de sagesse, de maturité. Et de prendre de la hauteur. Et il parle aussi... parce que c'est une année universelle, du coup, ça veut dire que ça nous impacte au niveau collectif, pas individuel. Enfin, si individuel, parce que forcément, c'est teinté de notre année personnelle, mais c'est compliqué de donner une énergie universelle en sachant qu'en vrai, avec 6 milliards de personnes, on fera bien ce qu'on veut chacun. Donc, mais dans l'ambiance générale, les choses vont bouger. Et les consciences collectives, par exemple, peuvent être beaucoup plus tournées sur l'humain, aider l'humain, le côté altruiste, l'international aussi, le 9, ça parle beaucoup d'international. Donc, en tout cas, on va apprendre à... il y a comme des leçons qu'on va apprendre, qu'on va tirer de cette année pour mieux démarrer mieux ou pas, parce que on n'est pas tous dans le même sens, mais c'est une conclusion quand même 2025. Et ça pourrait être plus calme que 2024 quand même, parce que le 8, ça bouge un peu dans tous les sens, ça déménage, on récolte un peu tout ce qu'on a semé, donc ça peut des fois être très challengeant le 8. Ça peut parler de violence, de vérité, de choses qui explosent un petit peu. Enfin voilà, c'est un peu ce qui s'est passé en 2024. Hein. On a vu plein de choses qui sont ressorties, des procès, des choses comme ça assez déroutants. Et en année 9, ça va plus être les leçons. Quelles leçons on tire de tout ça? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Où est-ce qu'on va? Donc introspective aussi. Même si on n'est pas dans l'arcane de la lune, parce que aussi on pourrait être en année 18, mais on est en vraie année 9. Mais l'ermite, il est là aussi pour mettre de la lumière sur les choses. C'était un peu ma question justement. Déjà pour celles et ceux qui connaîtraient pas du tout la numérologie, donc pour dire année 9, c'est juste qu'on a additionné les chiffres de 2025, hein, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. L'année prochaine, on sera en 2026, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. Du coup, est-ce que toi, tu dirais qu'on sera en année 1 ou en année 10? 10.
10. En fait, quand je fais mes calculs, quand je monte les thèmes là pour les gens à qui je fais des thèmes, je calcule à partir de 9 et en fonction de leur date, en fait, ça leur donne tous les nombres de l'année et tous les arcanes de l'année avec les trimestres, les mois, etc. Et donc l'année prochaine, non, ça sera 10. Donc on fera le calcul à partir du 10, pas du 1. Mais peu importe, en fait, c'est une histoire de convention. Moi, c'est ma convention et j'y m'y tiens pour que ça reste assez logique dans mes interprétations et mes ressentis. Il y en a qui font autrement et en fait, chacun fait comme il veut. Enfin, il y a pas une loi qui dit il faut utiliser les nombres comme ça. Voilà. Mais on sera en année 1. Enfin, ça sera quand même un renouveau. Et avec la roue de fortune, un renouveau qu'on enclenche ou pas, qu'on subit ou qu'on décide. Du coup, on a encore un petit bout de temps à passer et à ramer avant d'arriver au 21 ou au 22, au monde. Ouais, et puis encore, tu sais que les calculs, des fois, on n'y arrive même pas, quoi. On retombe sur un 3. Enfin, c'est pas forcément une suite logique, parce que si tu as beaucoup de nombres élevés, en fait, tu vas avoir un grand nombre. Par exemple, tu vas avoir un 31 et tu vas pas être sur un 22, tu vas être sur un 4, parce qu'on n'est plus dans les arcanes, donc c'est pas forcément une suite logique. Ouais. Donc, Et après, tu parlais des années personnelles. Tu raisonnes de la même façon avec les années personnelles? Tu les comptes sur 22? Les deux, en fait, les thèmes que je fais, je fais les deux. Donc, c'est-à-dire que je fais une analyse de l'année, par exemple, 1, et après, si c'est une année 10 ou 19, j'y mets de la nuance. Voilà. Je fais les deux, en fait, et je fais des liens entre... par exemple, dans mon thème là, que j'ai proposé à mes clients, je mets des photos des arcanes qui correspondent, et je fais les liens entre les arcanes pour... alors, soit ça vient nuancer pour apaiser, en fait, pour temporiser un peu le nombre, soit ça vient le renforcer. Par exemple, un 5 et le pape, c'est pas des énergies qui se ressemblent trop. Le 7 et le chariot, ça se nuance un peu. Tu vois, le 7, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui apprend, qui est beaucoup dans l'observation, c'est très intériorisé, qui a besoin de calme, solitude. Le chariot, il avance et tout, donc il a de l'ambition, il est déterminé. Donc voilà, ça mais du coup, je fais une lecture qui allie les deux. Je fais un 7 et j'y rajoute la nuance du chariot qui est pas la même que la maison Dieu, enfin la tour pour une année 16. Donc, moi, qu'on m'a dit tu rentres en année 3, en fait, je rentre en année 21. Ouais. Ouais. Enfin, tu rentres en année 3, en vrai, hein, c'est une année 3 où ça va peut-être être plus léger, plus, voilà, tu vas un peu plus t'amuser, prendre du plaisir. Il peut y avoir cette espèce de souffle que tu reprends en année 3. Et le sujet, avec l'arcane du monde, ça va quand même aussi parler d'accomplissement, d'être à ta place, enfin voilà, d'avoir tout ce que tu connais du tarot et de l'archétype du monde relié aux 3. Donc, tu vois, ça peut être aussi enfin pour moi, le 3, il parle d'expression. Quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur, surtout en année 2, c'est très intériorisé. En 3, on l'exprime, on le sort. Donc, avec le monde, ça pourrait être exprimer au monde les choses, tu vois, prendre sa place, enfin, quelqu'un qui fait des conférences, enfin, peu importe, en fait, tout dans les liens qu'on fait avec sa vie. Mais ouais, ça peut être... Est-ce que tu as envie de faire des conférences? Eh ben, figure-toi qu'hier, j'ai proposé d'en faire une au prochain salon du bien-être de Bayonne. Donc, Et bah, tu vois, et cette année, donc parfait. Ouais, ouais, non, voilà, c'est éloquent, c'est assez, en général, en lien, tu vois, un truc bête. Moi, en année 5, clairement, j'ai déménagé. Mais ça parle de ça, enfin, voilà. On voit, on peut faire des... En fait, on pourrait vivre sans numérologie, mais quand on a la numérologie, on fait des liens, et c'est assez pertinent. Et quand on rajoute le tarot derrière, bah, c'est encore plus précis. Et, tu vois, dans le 3, tu aurais pu avoir le sujet de l'impératrice, le sujet du pendu, ou le sujet du monde. Et ça n'aurait pas été vraiment la même thématique de l'année. Donc là, il y a quelque chose de très accompli dans ton année, surtout dans une année 9, universel 9 et personnel 3, ouais, ça parle de toi dans le monde, quoi, ouais, de ta place. Ouais, c'est bien. En tout cas, ça risque d'être... Enfin, les années 3, en général, c'est une année où on a de la chance. Enfin, c'est assez léger, quoi. C'est
Si la 2 a été un petit peu lente, un peu... souvent, c'est lent, le 2. C'est l'élément de l'eau, donc ça peut être aussi sensible et tout. Là, on revient sur de l'air dans le 3, donc en fait, ça va s'alléger. Oui, et j'ai prévu plein de déplacements, donc et plein de rencontres, notamment aller faire des salons, des rencontres, assister, participer. Donc ça va être cool. Et petite question, parce que moi j'ai une mère passionnée de numérologie. Et il y a toujours un petit débat à savoir, est-ce qu'on comptabilise l'année personnelle? Je vais expliquer peut-être aussi pour celles et ceux qui connaîtraient pas comment on calcule l'année personnelle. Est-ce que tu calcules l'année personnelle à partir du début d'année civile ou à partir de la date anniversaire de la personne? Donc pour calculer, moi je suis né 18 mars, donc en fait on additionne le jour, le mois et l'année en cours. Donc 18, donc 1 plus 8 plus 3 pour mars, plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 pour 2025. Mais du coup, est-ce que ça commence au 1er janvier ou est-ce que ça commence au 18 mars pour toi? Alors, pas que pour moi. Moi, j'ai suivi, pareil, la convention qui me parlait le plus. En karmique, je sais que ça commence à l'anniversaire, par exemple. Donc, en numérologie classique, c'est au 1er janvier. De toute façon, on le voit, on marque la fin de l'année, le début. Déjà, il y a une espèce de rituel autour du changement d'année. Donc, il y a quelque chose. Si on fait cette fête-là, c'est que vibratoirement, on sent aussi qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, ça se marque à cette époque-là. On change d'année. Le nom change, on change d'année. Point. Enfin, il n'y a pas de. Par contre, il se passe d'autres choses par rapport à la date anniversaire. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on partage. Tu vois, enfin, on n'en parle pas pour pas complexifier les choses quand on parle de numérologie aux gens, mais on a par exemple 3 cycles dans une année. Il y a les trimestres et il y a qui sont 4 petits cycles, sous-cycles et 3 cycles. Et le cycle, en fait, 1 commence le jour de l'anniversaire. Donc, à ton anniversaire, en gros, il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui commence jusqu'en mars de l'année prochaine. Et ton âge aussi change la vibration. Par exemple, si tu passes d'un âge 44 à 45, tu vas le ressentir aussi beaucoup plus l'incidence du 8 que du 9, enfin du 9 que du 8 dans ta vie. Donc il y a plein de petites choses à regarder dans un thème annuel, mais qu'on partage pas forcément parce qu'en fait ça embrouille les gens. Enfin, et après, moi je sais quand je parle aux gens, ah ouais, mais t'as du 2 puis dans ton truc, les gens me font, laisse tomber, tu m'as perdu, puis ça devient chiant en fait, alors que c'est intéressant. Oui, après c'est vrai que enfin, moi je suis pas un spécialiste, loin de là, mais encore une fois, pour avoir une mère passionnée par le sujet, c'est vrai que c'est passionnant et c'est souvent assez bluffant comme info. Mm. Ouais, l'anniversaire. Bon, après, ça se fait avec des. Alors, il y a des calculs, ils sont un peu plus poussés, mais il y a des logiciels aussi où on peut. Déjà, qui évitent les erreurs. Parce que quand tu passes 6 heures à faire un thème, il vaut mieux être sûr de toi. Mais tu peux regarder sur les logiciels, les cycles, en fait, les choses. Qu'est-ce qui change pour toi? Enfin, voilà. Je suis pour l'autonomie, donc même si je propose des thèmes, si les gens ont besoin d'avoir ces informations, tout est à dispo tout le temps et voilà. Ben merci beaucoup, en tout cas c'était passionnant. Écoute, ça fait quasiment 1h15, je trouve que c'est une bonne durée pour s'arrêter là, même si on aurait pu continuer des heures encore. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je te remercie Nicolas parce que c'est tombé un moment où en fait j'avais peut-être plus l'opportunité de m'exprimer vu que maintenant je suis libre entre guillemets et que j'écoute tes podcasts depuis la sortie, depuis le premier épisode avec Iena. Enfin voilà, je suis une fan de ton podcast et je suis très honorée en fait d'être là et de partager avec toi. Donc merci de me donner cette opportunité. Bah avec grand plaisir, c'était une discussion hyper intéressante et enrichissante et qui ne manquera pas, je pense, de peut-être de faire germer des pistes de réflexion, d'évolution, peut-être d'inspiration pour certains et certaines. Avec plaisir. On te retrouve donc sur Instagram, La Bulle d'énergie. Oui, c'est moi. Et ton site internet, par contre, c'est à fleur de main. À fleur de main, ouais, à fleurdemain.com. J'ai un blog en fait où j'écris des articles. Moi j'aime écrire et voilà, j'écris un peu des articles sur les sujets pour ceux qui aiment lire. Et puis je propose mes offres, mes choses comme ça, qui arrivent au fur et à mesure. Parce que comme je viens de me lancer, je peux pas tout lancer d'un coup, mais voilà on peut me retrouver là-bas pour travailler avec moi et puis lire un peu ma vision des choses que je partage.
Mais sur Insta, je suis assez active et j'aime bien partager avec les gens en story, etc. Donc voilà, on peut me retrouver surtout sur Insta. T'as d'autres réseaux que je devrais citer ou c'est les deux essentiels? Non, c'est les deux, vraiment, pour moi, ouais, c'est très bien. Ok, bah parfait. Je mettrai tout en barre de description de toute façon, comme C'est d'habitude. gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bah à bientôt. À bientôt, Nicolas. Au revoir. Au revoir.